Bonjour à tous et à toutes. Ça va être chaud ce matin sur ce plateau puisque nous allons débattre d'un sujet qui fait réfléchir. Nous allons parler des téléphones portables. Vous êtes 45 millions en France à posséder un téléphone portable. Nous sommes le 9 décembre, nous sommes en direct. Merci d'être avec nous. Vous n'avez pas pu y échapper. Toute la presse en parle. Une antenne implantée à côté d'une école dans le nord de la France est soupçonnée d'être à l'origine de graves problèmes de santé chez des enfants. En nous appuyant sur cette actualité, nous allons donc ouvrir le dossier des téléphones portables et de leurs nuisances potentielles. Oui ou non, sont-ils dangereux pour la santé? Réponse dans quelques instants. Un dossier préparé par Karine Abderrahim et Richard Zarzavadjan. Tout de suite avec Richard, nous allons parler de cette actualité dramatique. Le petit village de Ruy est sous le feu des projecteurs. Une antenne relais installée derrière la cour d'une école serait, selon la population, à l'origine de graves problèmes de santé. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Voilà. Il y avait eu des cas similaires à Saint-Cyr-l'École il y a quelques années. Et à Saint-Cyr-l'École, on avait dit que c'était le hasard. Donc à nouveau, là, à Ruy, dans cette commune près de Béthune, il y a eu un cas l'année dernière de tumeur cérébrale. L'enfant est décédé. Et aujourd'hui, une petite Camille souffre de la même maladie. Et pour les parents, il y aurait un lien de cause à effet entre cette antenne relais qui est à quelques mètres de l'école et la maladie. Je rappelle que cette antenne relais vient d'être désactivée, mais pour autant, les parents sont très inquiets et les enfants aussi. On regarde tout de suite un reportage. Elle mesure plus de 30 mètres et à seulement quelques pas de la cour de récréation, elle surplombe tout un groupe scolaire. Dans cette école de Ruy, près de Béthune, cette antenne relais SFR serait-elle responsable de tumeurs au cerveau chez les enfants? C'est la question que se posent avec angoisse les parents d'élèves. Car l'an dernier déjà, une fillette élève de CE1 est morte de cette maladie et c'est maintenant une autre enfant, Camille, qui en est atteinte. Il y a une petite fille dans sa classe qui est décédée l'année dernière. Maintenant c'est Camille. Je sais pas, c'est qu'il doit avoir un problème quand même. Pour la suppression de l'antenne, les parents ont recueilli 240 signatures, soit le 6e de la population du village. Certains d'entre eux ont déjà retiré leurs enfants de l'école. Ça commence à se déclarer, mais dans 10 ans ça va être quoi? Ça va faire pareil que l'amiante. Il va y avoir plusieurs cas, il va y avoir plusieurs décès, puis là on dira vraiment, effectivement c'est dangereux. La mairie de son côté ne peut pas faire grand-chose car elle est liée par contrat à l'opérateur jusqu'en 2010. Le maire ne peut donc que souligner l'absence de certitude scientifique. Pourquoi dans les autres communes où il y a des antennes, pourquoi dans les immeubles où les toitures sont hérissées d'antennes, pourquoi il n'y a pas autant de cas? Alors c'est ce que je demande. Mais la science là-dessus ne répond pas. Là aussi on laisse planer le doute et on laisse le maire devant ses responsabilités. Pour l'heure, seul le déplacement de l'antenne vers le clocher de l'église du village est envisagé, mais cette solution, elle non plus, ne fait pas l'unanimité. Alors sachez que vous pouvez évidemment réagir, nous sommes en direct, Yves Cara au standard attend vos appels. Ouais. Bonjour Yves. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. Oui, ça réagit, hein. Je crois qu'ils sont comme nous, hein, tous ceux qui nous regardent, hein, parce que c'est pas du parti pris, mais on est quand même très inquiets, hein. On pense plutôt qu'il y a une grande nocivité, hein, soyons francs, hein, aujourd'hui, okay. On peut le dire. Je reviens vers vous tout au long de cette émission. Beaucoup d'intervenants sur ce plateau ce matin. Rufus, comédien et auteur de Si Dieu meurt, je ne lui survivrai pas chez Largagné, qui vient à travers ce roman de mener une enquête assez approfondie sur les téléphones portables. On en parle avec vous dans quelques instants. Rufus, merci d'être là. Jean-Michel Meunier, bonjour. Vous êtes habitant de Ruy et parent d'élèves de cette école. Richard est là avec moi. Et puis tout à l'heure, on aura un responsable de l'association des opérateurs de la téléphonie mobile et une députée UMP qui répondra à vos questions. Alors on va revenir sur cette affaire de Ruy. Jean-Michel Meunier, vous êtes parent d'élèves donc évidemment concernés par cette antenne. Racontez-nous comment s'est instaurée la mobilisation. Dès l'annonce de la maladie de la petite Camille, les gens savaient qu'il y a un an, il y avait déjà un cas similaire, donc ça n'avait pas fait réagir parce que tout le monde peut avoir une tumeur au cerveau, et là c'est le deuxième cas qui a fait déclencher, donc les gens ont voulu, on dit tout de suite c'est l'antenne sans savoir si c'est vraiment l'antenne, hein. Ils ont fait des pétitions, ils étaient dans les rues, on a demandé au maire de faire quelque chose, on ne sait pas au juste, donc on a fait un collectif donc avec la pétition, on a demandé, les parents élèves élus, on a été avec le maire en sous-préfecture pour demander si on ne pouvait pas faire un déplacement d'antenne ou une suppression d'antenne, faire quelque chose ou une étude. Vous en êtes aujourd'hui. Vous en êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'antenne qui est désactivée. Elle a été désactivée mercredi. Elle ne marche plus du tout.
On a su... Est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez plus utiliser vos téléphones portables? Ils ne marchent plus? Moi, je n'ai pas de téléphone portable. Non, mais les gens peuvent encore... ça marche encore. Ça marche encore, mais sur les autres émetteurs. Ça veut dire qu'il y a une antenne pas très loin, qui est suffisamment puissante. C'est vous dire la puissance de ces antennes, quand même. On se déplace un peu, il y a l'antenne à 4 km. Donc mais celle-ci est désactivée. Donc pour le moment, l'antenne est désactivée. Et vous demandez quoi précisément? Moi, je suis porte-parole d'une partie des parents, pas toute la population, parce qu'on a beau vouloir parler au nom des parents d'élèves, c'est tout le monde qui ne veut que l'antenne s'en aille, pas forcément du toit de l'école, mais du village. Vous avez eu une réunion là, des parents d'élèves il y a quelques jours. Qu'est-ce qui a été dit? Quelles ont été les grandes conclusions qui ont été décidées? Alors nous, en tant que parents, on aurait voulu que SFR soit là. Apparemment, ils avaient prévu de venir et ils ne sont pas venus? Je ne sais pas. Je ne suis pas au niveau de la mairie, donc je ne sais pas s'ils avaient été prévenus officiellement. Bon, tiens, puisque vous parlez de la mairie, on va tout de suite avoir le maire de Ruy en ligne, il s'appelle Jacques Brévard. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Donc vous étiez à la réunion dont on parle là. Vous savez pourquoi SFR, les représentants de SFR ne sont pas venus? C'était une réunion d'information avec les parents. On n'a pas désiré inviter SFR parce que dans un climat passionnel à l'heure actuelle, les raisonnements sont parfois pas tout à fait objectifs. On aimerait bien que le calme retombe et on se donne le temps que de la réflexion, on puisse agir d'une manière raisonnable et non pas passionnelle. Vous en êtes où aujourd'hui, monsieur Brévard? Dans votre commune, vous avez décidé quoi? Alors, nous avons rencontré les responsables de SFR en bureau municipal. Une enquête est lancée par une cellule épidémiologique. Oui. Tant que nous n'avons pas les résultats de l'enquête, l'antenne ne sera premièrement pas réactivée. Oui. Et deuxièmement, nous étudierons une autre solution, car maintenant on ne veut plus le mettre dans l'église, il faudra bien trouver une troisième solution, mais ça sera le cas le plus difficile. D'accord. Mais s'il le faut, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, à rompre le contrat avec SFR. Voilà. D'accord. L'enquête épidémiologique, elle est prévue pour durer combien de temps? Elle doit démarrer sous peu, mais si elle fait comme celle de Saint-Cyr-l'École, elle durera un certain temps. Ça va durer 3 ans. 18 mois à 2 ans. Bon, donc ce qui est sûr, c'est que pour le moment, l'antenne est désactivée, mais dans votre commune, apparemment, les téléphones portables marchent encore. Ça marche encore avec un relais qui est à Barlin, pas très loin. Oui. Mais attention, ça marche très mal et c'est très dangereux parce que maintenant les téléphones doivent aller... Ils ont une puissance beaucoup plus importante parce qu'ils doivent chercher le réseau. Ah, donc c'est pas mieux. Voilà. Richard, Tout simplement parce que à partir du moment où il n'y a pas l'antenne qui couvre la région de cette école, eh bien le téléphone a une puissance plus importante, elle doit chercher le réseau et ça devient un facteur de risque. On verra ça un peu plus tard avec un médecin. Donc on reviendra là-dessus. Monsieur le maire, vous vouliez ajouter quelque chose? Ben écoutez, moi il y a un problème, si vous voulez, que je n'arrive pas à comprendre. Nous avons fait par 2 fois des mesures par des organismes dits officiels et que je ne peux pas évidemment taxer de partialité. Et toutes les mesures me disent qu'au pied du poteau, dans les classes, dans la cour de l'école, nous sommes à 0,1 voltmètre. Dans le reste de la commune, nous sommes à 0,405. Ce qui n'est pas énorme. Je ne dirais pas que l'école est assez protégée, j'irai pas jusque-là. Mais pour moi, d'après les résultats, c'est l'école où il y a moins de nocivité. D'accord. Vous parlez bien des mesures avant que l'antenne n'ait été désactivée. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. C'est la situation de cette école par rapport à cette antenne. Pour qu'on ait des références, quelle est la moyenne des ondes émises par les antennes en France? Ça dépend, parce que ça dépend de chaque région. Par exemple, à Paris, l'antenne, ça peut être 2 volts, c'est très peu, c'est une ville. 2 volts par mètre. En revanche, il y a d'autres endroits où ça peut aller monter jusqu'à 41 volts. Vous voyez, donc il y a des différences. Et justement, on en parlera avec le député tout à l'heure. On envisage de rationaliser tout ça pour qu'on ait quelque chose d'harmonisé au niveau national. D'accord. Merci, monsieur le maire. On suit cette affaire de Ruy. Merci d'être venu nous voir. On va parler maintenant avec Rufus, qui vient d'écouter attentivement votre témoignage. Vous avez écrit un roman, alors vous le qualifiez de roman méchant. Si Dieu meurt, je ne lui survivrai pas, publié chez Largagné. Alors, racontez-nous l'histoire. Votre héros est un assureur peu scrupuleux qui essaie de trouver un bon moyen de se faire de l'argent. Voilà, c'est un espèce de salopard. C'est un ancien tueur dans une guerre. Il était mercenaire dans une guerre européenne. Puis maintenant, il travaille dans l'assurance. Il ne tue plus personne. Il travaille dans les effets spéciaux dans l'assurance. Et puis il découvre un petit alinéa au bas d'un contrat d'assurance. Les risques de l'amiante ne sont plus couverts, ni ceux de la téléphonie mobile. Alors l'amiante, il comprend, mais la téléphonie mobile, il n'a jamais entendu parler qu'il y eut un problème. Alors il fait une enquête, et puis c'est pour ça qu'il y avait 3 questions qui se posent. Pourquoi les assurances n'assurent plus?
Deuxièmement... Pourquoi les assurances n'assurent plus les opérateurs de téléphonie mobile? Ouais, c'est ça, la Suisse de Ré en l'occurrence, les assureurs et les réassureurs d'assurance. Bon. Est-ce que les mesures qui sont pratiquées sont fiables? Bon, c'est ce que avait suggéré le maire tout à l'heure. Alors, les mesures des ondes émises par les antennes, etc. Et la nocivité des téléphones. C'est fiable? Est-ce qu'il y a un protocole sérieux qui permet de faire... Est-ce que les dosimètres sont fiables aussi? C'est ça, bon. Et troisièmement, est-ce que les antennes sont dangereuses? Alors, il fait une enquête, ce type, et il arrive finalement à un truc extraordinaire. La version officielle, c'est « on ne sait pas ». Le ministère de la Santé dit « on ne sait pas ». Personne ne sait, et donc on s'en tamponne. Alors, donc il poursuit son enquête et il arrive à un certain nombre de coïncidences quand même terribles. Cette école de Saint-Cyr, l'école de Bizet, où 3 enfants meurent d'un cancer identique et ils ont 6 antennes sur le toit de l'école, etc. Et lui se dit, bonne affaire, il va voir les opérateurs et il leur dit, écoutez, moi je peux vous garantir pendant encore 5 ans une opacité sur le sujet. Alors j'ai une liste noire, il y a une 30aine de personnes dangereuses que je peux éliminer très volontiers, à vous de voir si vous voulez m'employer moyennant finance. C'est ça le sujet. Alors donc on retrouve plein d'allusions à des rapports qui existent vraiment, vous déguisez à peine les noms et ça s'inspire vraiment de faits avérés. Vous avez vous-même mené une véritable enquête. Oui, alors ça je dois dire, je dois rassurer les gens de la FOM qui viennent ici parce que moi je suis... La FOM, c'est l'association des opérateurs mobiles. Voilà, c'est ça. Il s'agit d'un roman. C'est-à-dire que les opérateurs dont je parle s'appellent Bouygues Télécom, pas SFR mais LCR. Merci pour vos livres, parce qu'ils ont vraiment été bien cités là. Et Pamplemousse. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Il y a le rapport Spirou. Voilà, c'est ça. Et la FOM n'est pas citée là-dedans. Il y a un organisme qui est cité qui s'appelle l'Infâme. Mais ça n'a rien à voir. D'accord. Pourquoi ce sujet, Rufus? Pourquoi vous êtes-vous penché sur ce thème-là? Vous avez senti le bon filon pour vendre des livres? J'habite à côté de Saint-Cyr-l'École et ce qui est arrivé aux parents il y a 2 ans m'a touché. Et ce qui surtout m'a beaucoup touché, c'est que il n'y a jamais eu d'enquête de proximité qui a été pratiquée, même pour Saint-Cyr. Vous parlez d'une enquête, elle n'a pas été faite d'enquête. L'enquête épidémiologique. Mais l'enquête, oui, épidémiologique. Une constatation, elle n'a rien prouvé. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est que dans le protocole de l'enquête, il était inscrit par l'Institut de veille sanitaire, il était inscrit que rien ne justifiait qu'on puisse faire une association entre la téléphonie mobile et les pathologies trouvées. Donc a priori, quand on met ça dans le protocole de l'enquête, on ne va pas trouver ce résultat à la fin. C'est pour ça qu'à la fin, ils ont trouvé, ah ben alors les 11 cancers d'enfants, c'est un hasard. Voilà. Alors, vous réagissez à ce qu'on dit. On va essayer de vous donner des informations, puisque hier, Richard, vous étiez à un colloque à l'Assemblée nationale sur portable et santé. Est-ce que vous avez appris des choses nouvelles? Lesquelles? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire officiellement que le portable est dangereux pour la santé? En sachant qu'il y a la nocivité du portable, mais il y a la nocivité des antennes relais. Ce sont 2 choses bien distinctes. Oui, je précise. Les portables, vous pouvez l'avoir ou pas l'avoir. Les antennes, c'est pour tout le monde. Voilà. Et les antennes, alors bizarrement, il y a une info qui est intéressante, c'est que bizarrement, plus il y en a, par exemple, dans une ville comme Paris, il y en a combien dans Paris? J'ai pas le chiffre en tête, mais en tout cas, au moins 10 000. Au moins 10 000. Il y en a 42 000 sur le territoire national. Moins les ondes qu'elles émettent sont nocives. Alors que lorsqu'il y en a une dans un petit village comme Ruy, par exemple, c'est pas ce que nous disait le maire tout à l'heure, mais apparemment ça peut aller jusqu'à 41 mètres par volt. Et il y a dans certains pays qu'ils en mettent partout, à condition qu'ils soient en solution. Mais absolument. Mais Rufus, en Italie, en Toscane... Ça s'additionne pas? Voilà. Non, parce que mais ce que je veux dire, c'est qu'en Toscane, il y a une expérience intéressante. On a mis des micro-relais. Donc c'est une intensité beaucoup moins importante que les antennes que l'on peut retrouver ici en France. Alors, pour revenir à ce colloque donc à l'Assemblée nationale, et pour répondre à votre question, Sophie, à la question de tous les téléspectateurs, on n'a pas d'études avérées qui montrent un risque avéré de lien entre l'utilisation des portables, la mise en place des antennes et un risque de cancer. Et donc ça, on le verra tout à l'heure avec le docteur Martin Ours, qui a présidé un groupe d'experts. Oui, on l'a au téléphone, qui a présidé un groupe d'experts justement sur le sujet. Je voulais dire alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est langue de bois, parce que ça veut dire on manque de recul. Voilà, mais Sophie, j'ai pas fini. Je voudrais ajouter qu'à l'Assemblée nationale, on a quand même parlé d'une étude suédoise qui ne parle pas de lien entre portable et cancer, mais qui parle de problèmes chez des gens qui utilisent le portable de façon régulière au niveau de l'oreille. Ils auraient un risque
augmenter, d'avoir des kystes au niveau de l'oreille. Donc il y a vraiment des suspicions. Il y a aussi des expériences qui ont été faites sur l'animal, où les ondes traversent la boîte crânienne. Donc il y a un certain nombre de pistes comme ça, et donc on est dans une situation de suspicion. On ne sait pas vraiment à quoi s'en tenir, parce que les informations sont un peu variées. Et pour finir, Sophie, il y a en février une enquête qui a été faite sur 13 pays du Centre international de recherche sur le cancer, qui va donner des informations, donc on en saura un peu plus. Mais il y a eu une étude en Hollande aussi qui constate des perturbations neurologiques à partir de valeurs très basses en volt par mètre d'émission de téléphonie mobile. Une étude allemande qui constate des ruptures non récupérables d'ADN par exposition à des émissions de téléphonie mobile. Il faut absolument qu'il y ait une méthodologie commune, parce que chacun fait un peu de son côté des études. Il faut qu'il y ait une méthodologie commune pour qu'on puisse, de façon claire et précise... Bon, alors ce qui est sûr, c'est qu'on manque de recul et que si ça se trouve, d'ici quelques années, on aura des éléments très précis. Mais d'ores et déjà, on peut se poser des questions très précises auxquelles on va essayer d'avoir des réponses précises avec le docteur Martine Ours. Vous êtes bonjour Martine. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes épidémiologiste et président d'un groupe d'experts. Voilà, et à l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale. Question. Voilà, la question. Moi, j'ai passé l'autre soir 1 heure au téléphone portable avec mon portable collé contre l'oreille. J'avoue que j'avais un petit peu mal à la tête après. Donc il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Forcément, il se passe quelque chose. Il y a des ondes qui arrivent dans le cerveau. C'est dangereux ou pas, docteur ? En l'occurrence, c'est pas une question d'onde, c'est une question d'échauffement de la peau liée au fait que vous avez un portable contre votre oreille, donc une circulation d'air moindre, et en plus de ça, il y a une batterie qui chauffe. Donc effectivement, vous avez un échauffement de la peau qui peut entraîner de façon variable suivant les personnes, un échauffement local qui peut effectivement être désagréable et pénible. Et à l'origine de migraine. Trop longtemps. Et petit mot de tête à la suite, c'est normal ? Ça fait partie de l'échauffement, c'est comme la migraine. C'est un petit échauffement. Quand vous êtes dans une pièce surchauffée, que vous si en plus la conversation au téléphone s'échauffe aussi, ça fait beaucoup d'échauffement. Docteur Martineau, c'est quand même quelque chose d'important. Vous avez fait des recommandations dans le rapport que vous avez présenté hier à l'Assemblée nationale. Quelles sont les grandes recommandations que vous conseillez? Et vous parlez notamment de ces fameux kits mains libres que vous recommandez à tout le monde. Oui, tout à fait, ça fait partie des recommandations dans la mesure où on est en situation d'incertitude, puisqu'effectivement il y a quelques études qui montrent qu'il y a peut-être des effets. Il y en a un grand nombre qui sont négatifs, mais il y a des études qui montrent qu'il y a peut-être un effet. Dans ce contexte-là, on est obligé de mettre une plus grande vigilance et donc de recommander de moins téléphoner. Alors, juste ça, là, ce qu'on appelle le système Bluetooth, forcément ça émet des ondes. Quand vous mettez ça dans les oreilles, c'est pas mieux que d'avoir... Est-ce que c'est mieux que d'avoir un portable collé? Alors, d'une part, vous avez déjà des kits manipulaires donc qui n'ont pas d'ondes. Donc on peut déjà au moins... avec la petite oreillette l'oreillette avec fil, donc ça vous pouvez déjà l'utiliser. Et puis une des recommandations que le groupe d'experts a fait, c'est d'expertiser effectivement tous les autres les autres sources, c'est-à-dire en particulier les Bluetooth, voir à quelle situation d'exposition on est dans ce cas-là. Autre question, lorsqu'on a un problème cardiaque, pacemaker, notamment il y a des gens qui ont un pacemaker, est-ce que là il y a des interférences? Lorsqu'on va dans un hôpital public, on nous dit éteignez votre portable parce que ça peut créer des interférences au niveau du matériel médical, dans l'avion aussi. Alors est-ce que là, il y a des recommandations chez les gens qui portent un pacemaker? Il n'y a pas eu d'accident avéré d'arrêt de pacemaker, mais effectivement c'est une des recommandations de ne pas porter sur la poche de poitrine quand on a un pacemaker, de ne pas porter le portable sur la poche de poitrine. D'accord. Alors moi il y a quelque chose qui m'a complètement scandalisé, c'est ce type d'appareil. Ça s'appelle des Babymo. Ce sont des appareils qu'on peut retrouver sur Internet à destination des gamins de CP qui ont 5 ans et qui peuvent appeler leur maman. Là vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose, il y a vraiment une urgence sur ce domaine-là? Pourquoi? Parce que ces enfants vont l'avoir tout au long de la vie, le portable. On aura du recul. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de scandaleux? C'est particulièrement sur ces points-là que nous avons fait des recommandations, à savoir qu'on a demandé à l'État, au gouvernement d'interdire la mise en vente de ce genre d'appareil. Et effectivement, malheureusement, sur Internet, on ne peut pas interdire, mais il faut absolument informer les parents que c'est pas utile qu'un enfant de 5 ans ait un portable comme ça. Et il n'y a pas de problème de surveillance, d'être loin de lui. Il y a jusqu'à 12 ans, il y a quand même toutes les personnes autour qui sont là depuis des années et qui savent s'occuper des enfants. Donc il n'y a pas de raison de mettre un enfant en connexion
discussion complète avec ses parents. Vous recommandez l'interdiction pour les écoles primaires? Vous recommandez l'interdiction comme dans d'autres pays? Ah, moi, je recommande l'interdiction en école primaire. En vous écoutant, Martine Ours, on se dit quand même que si tous ces appareils perturbent la navigation dans les avions ou etc., forcément, ou dans les hôpitaux, forcément, ça va perturber ce qu'on a dans le cerveau quand même. On se dit qu'on ne peut pas être à l'abri, nous, de ça. Alors, vous avez un langage très mesuré, mais vous imaginez bien qu'on risque d'avoir des résultats très sérieux à la suite de ces études épidémiologiques. Tout dépend d'abord déjà des niveaux de puissance des appareils. Vous vous rendez bien compte que dans un avion, on ne peut pas se permettre de risquer quoi que ce soit si jamais tout le monde se met à téléphoner. Ça ne fait pas un champ, ça fait des X multipliés par le champ de chacun des appareils. Donc on est bien obligé de mettre une interdiction, mais en termes d'exposition d'une personne, un téléphone est quand même relativement faible. Simplement, nous, effectivement... sauf si on l'utilise très souvent et plusieurs fois par jour. Voilà, tout à fait. À partir du moment où on reste accroché à son téléphone, je dirais, il faut utiliser le téléphone mobile comme un outil qui est utile, qui est indispensable dans certaines situations, mais ce n'est pas un outil de plaisir ou de conversation qui devrait être utilisé en permanence. Et l'oreillette avec ce fil-là, hein, pas le Bluetooth, parce que le Bluetooth, on ne sait pas trop. Vous vouliez réagir, Rufus, peut-être avant? Oui, je m'aperçois que donc cette opacité dont je parlais tout à l'heure, tout d'un coup, il y a une petite brèche aujourd'hui dans cette opacité. Oui. Mais il y a d'autres chapitres à venir. Oui. Ça sera le sujet d'autres émissions. D'abord, à qui profite le crime? Ça, c'est très intéressant. Et puis, il y a un troisième chapitre, c'est les rats quittent le navire. Alors ça, il faudra guetter aussi comment tout le monde va se tirer de cette histoire. Quel genre de rats? C'est-à-dire les hauts responsables de ça. C'est-à-dire comment chacun commence à changer de langage. Il y a des démissions, il y en a une d'ailleurs dont on va parler tout à l'heure. Mirou, qui est le patron de l'agence de sécurité, Denise Mirou, qui est le patron qui a justement démissionné récemment. Le patron de l'agence française de sécurité sanitaire environnementale, justement l'agence où travaille Martine Ours. Très bien. Notre médecin. Merci beaucoup. Rufus, vous restez sur ce plateau. Si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas. Nous allons avoir d'autres intervenants. Si Dieu meurt, je ne lui survivrai pas. Donc ça, c'est vrai. Gagné. Si Dieu meurt, je ne lui survivrai pas. Je ne sais pas pour vous, mais... Merci d'être venu. Yves Cara, est-ce qu'on réagit chez vous? Oh oui, il y a beaucoup de réactions très intéressantes. Donc on a répondu à beaucoup de questions qui ont été posées par les téléspectatrices qui nous regardent. Kit main libre, stimulateur cardiaque. On a quand même Michel qui a des problèmes. Depuis qu'il a un portable, il a des troubles d'érection. Il a de moins en moins d'érection. Donc écoutez Michel, 37 ans, c'est pas normal, ça doit venir du portable. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de témoignages sur des personnes qui ont eu des problèmes cardiaques suite à la pose d'une antenne près de chez eux. Alors on se dit, c'est peut-être psychosomatique, hein, parce qu'on pense qu'il y a une antenne, donc voilà, on somatise. C'est le cas de Bruno qui travaille toujours avec son portable, il habite près d'une antenne et il a des problèmes cardiaques. Sauf que, et c'est pas le seul témoignage, c'est juste un exemple. Janine qui habite à La Rochelle, on a posé une antenne juste en face de sa maison. Donc elle a commencé à faire des crises de somnambulisme, des troubles du comportement, et son chien aussi. Et son chien n'était pas au courant qu'il y a une antenne en face. Et pourtant il fait des crises d'épilepsie depuis qu'il y a une antenne. C'est un hasard peut-être. Jean-Claude qui habite en Gironde. Alors là, c'est deux témoignages très intéressants de spécialistes. Hein. Lorsqu'il était militaire, il y avait des médecins militaires, il y a une trentaine d'années, qui ont soumis des œufs de mouche aux ondes radar pour voir l'évolution. Donc c'est un petit peu similaire aux antennes. Et les mouches avaient des mutations lorsqu'elles naissaient. Elles n'avaient plus les mêmes ailes, elles avaient des modifications. Des mutations génétiques. Des mutations soumises aux ondes radar, très proches du radar. Donc on est proche des antennes radiophoniques. C'est ce que dit une étude hollandaise là. Exactement. Et ça, c'est militaire. C'est curieux, on n'a pas trop eu le rapport quand même. Hein. Bon, d'accord. Et puis attendez, une dernière, Jean-Yves, il sait de quoi il parle, il est ingénieur des télécoms. Dans les autres pays, on prend en cause les maladies liées à l'électrosensibilité, pas en France. Vous imaginez ce qu'on doit se prendre sur des plateaux de télévision, nous? Quand on a une 30 heures de téléthon, par exemple, ça doit pas être terrible. Hein, vous n'êtes plus tout à fait la même, ça se voit. Non, il y a des mutations génétiques que vous constatez un peu plus chaque matin. Vous allez finir brune hein, si vous continuez. Voilà. Je vais revenir sur un sujet qui, bizarrement que j'ai relevé, les histoires de troubles de l'érection, là, Richard. On disait qu'il fallait pas mettre un portable à proximité des parties génitales. Il y a eu des recommandations qui ont été justement, le ministre de la Santé Bernard Kouchner avait recommandé justement de ne pas approcher, notamment chez les hommes, le portable dans la poche près des
Voilà, Rufus l'a dit, je l'avais au bout de la langue, si j'ose dire. Et donc là, effectivement, il y a problème. Donc c'est une recommandation importante. Et Didier vous recommande de ne pas mettre sur vibreur. Bon, on va passer à un autre sujet avec Jean-Marie d'Anjou. Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général de l'Association française des opérateurs mobiles. Merci d'avoir accepté de venir répondre à nos questions, car vous êtes un peu malmené depuis le début de cette émission, donc vous allez vous défendre. C'était normal de vous donner la parole. Et puis Nathalie Kosciusko-Morizet, vous êtes députée UMP de l'Essonne, vous êtes présidente du groupe d'études santé et environnement à l'Assemblée nationale, et c'est vous qui êtes à l'origine du colloque sur le portable de la santé qui s'est déroulé hier. Et puis Thomas Hervé qui a enquêté lui aussi et qui va venir nous parler de... En fait, au départ, moi j'ai trouvé ça un peu curieux que ce soit Rufus, parce que Rufus, très franchement, je l'aime beaucoup, mais c'est un clown, c'est un acteur. Enfin bon, il dit ce qu'il veut, mais pour moi, il fait partie des illuminés avec un casque sur la tête et qui dit oh là là, je vais attraper le cancer dès que je touche mon micro-ondes et tout ça. Donc a priori, il n'est pas très crédible. Donc j'ai décidé de refaire un petit peu son enquête et puis de voir dans le bouquin ce qu'il y avait de complètement fanfaron et ce qu'il y avait d'un peu inquiétant. Et alors finalement, vous vous dites qu'il est finalement très crédible, ce Rufus. Eh ben, je trouve que pour un clown et un fanfaron et un acteur, il est drôlement bien informé, parce qu'en fait, en vérifiant ce qu'il nous dit, on a découvert un certain nombre de choses troublantes. On va y revenir tout à l'heure. On va peut-être commencer par faire parler Monsieur d'Anjou et lui poser tout simplement la question que l'on évoque depuis le début de cette émission. Alors, les antennes relais sont-elles dangereuses pour notre santé? Mais sur ces sujets de santé et de téléphonie mobile, nous ne sommes pas biologistes, nous ne sommes pas médecins. Donc notre rôle en tant qu'opérateur, c'est d'écouter, c'est de respecter ce que disent les scientifiques, ce que disent ceux qui savent. Et ils disent quoi? C'est un sujet qui n'est pas seulement français, bien sûr, qui est mondial, qui se place au niveau mondial. Et il se trouve que des centaines d'études ont été faites au niveau mondial. Madame Ours l'a dit tout à l'heure. Et il y a un consensus au niveau mondial en ce qui concerne les scientifiques et les questions de santé. Ce consensus est sous l'égide de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc notre rôle, à nous, en tant qu'opérateurs, c'est bien entendu de relayer ce consensus, d'informer les gens là-dessus. Et c'est pour ça que nous faisons des plaquettes, des petits dépliants d'information que nous mettons d'ailleurs dans tous les points de vente, dans les agences des opérateurs. Et puis notre deuxième rôle, c'est bien sûr de respecter les recommandations qui sont faites. En particulier, on a parlé tout à l'heure des kits oreillettes, donc c'est des recommandations qui sont respectées par les opérateurs. Alors, kit oreillette, donc il faut choisir l'oreillette avec fil plutôt que le Bluetooth. Le Bluetooth, on n'est pas trop sûr de... Oui. Enfin, le Bluetooth, ce qui est certain, c'est qu'il y a des ondes dedans, je crois qu'on peut en convenir, alors qu'avec fil, quand même, c'est... Oui, pour l'instant, ce qui est important de dire, c'est que le kit oreillette est mis dans tous les coffrets des opérateurs, gratuitement dans les points de vente. Donc, les opérateurs ont anticipé cette recommandation, c'est gratuit, et donc tout le monde peut l'utiliser. On incite les gens à le faire. La nocivité des antennes relais, il faut qu'elles soient à combien de mètres pour qu'elles soient le moins nocives possible? Il faut qu'elles émettent combien d'ondes? Vous avez des recommandations précises là-dessus? Est-ce que c'est clair là-dessus pour vous? Parce que apparemment les émissions d'ondes sont très variables d'un lieu à l'autre. Alors en ce qui concerne les antennes relais, le consensus scientifique dont je parlais tout à l'heure, il est très clair au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. On l'a réentendu hier au colloque organisé par Madame Kosciusko-Morizet. Le professeur Smirou l'a redit. Et tous les scientifiques indiquent au niveau mondial qu'il n'y a pas de danger à vivre au voisinage d'une antenne relais. Mais on ne vous croit pas là-dessus, c'est ça? Oui, mais non, c'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques. Le professeur Smirou l'a redit hier. Et c'est compte tenu des niveaux d'émission, si vous voulez. Donc. Vous êtes d'accord que parfois il y a des émissions de 41 mètres par vol dans les petits villages? 41 vols par mètre. Pardon, 41 vols par mètre. Et ailleurs, 0,1, c'est ce que disait le maire tout à l'heure de Ruiz. Alors pourquoi c'est différent? 41 vols par mètre, il faut être très clair là-dessus pour les téléspectateurs, c'est le seuil réglementaire qui ne doit pas être dépassé au niveau des émissions. Ce n'est pas seulement un seuil qui s'applique en France. Il résulte d'une recommandation européenne et aussi d'une recommandation de l'OMS et il s'applique dans tous les pays. Oui, mais il y a une marge de sécurité avec ce 41 vols. En Grande-Bretagne ou en Suède où ce seuil-là est moindre. Dans le projet de loi que va présenter Madame Kosciusko-Morizet, on abaisserait ce seuil. Je crois qu'on est à 0,6, donc on rejoindrait les pays européens. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire que moi, ce que je dis sur ce sujet, c'est qu'en effet, il y a une recommandation européenne à 41 vols par mètre, mais il y a aussi des chartes locales. Et c'est pas très normal qu'ils dépendent de la capacité de négociation en quelque sorte, c'est-à-dire quelque part de la puissance de votre collectivité locale à vous représenter, de savoir à quel niveau s'établit le seuil. À Paris, c'est 2 volts par mètre. Moi, je trouve difficile de dire aux habitants qui habitent en région, chez vous, c'est 20 fois plus qu'à Paris. Alors c'est vrai qu'il y a des raisons techniques pour lesquelles c'est différent en zone rurale et en zone urbaine, et ça mérite d'être pris en compte, mais il me semble qu'il pourrait y avoir une norme nationale, quitte à ce qu'on prenne en compte zone urbaine, zone rurale,
rurales, et elle pourrait être inférieure à 41 volts par mètre. Dans la mesure où il y en a énormément à Paris, près de 10 000, est-ce que ça ne s'additionne pas la nocivité? Ces ondes émises sont moins importantes, mais il y en a plus. Non, si vous voulez. Le problème, il y a plus d'immeubles, il y a plus d'obstacles. Paris a été pris en compte de façon particulière compte tenu de la densité pour des raisons tenant au nombre de personnes et pour tenir compte des préoccupations des gens. Mais d'un point de vue scientifique, je ne peux que redire ce que dit le consensus. La règle, c'est le 41 volts par mètre. Alors, déjà dans ce 41 volts par mètre, il y a une marge. Hein. Les scientifiques ont pris une marge, ce qui est normal. Et il faut voir que dans les zones rurales, on parlait tout à l'heure de zones éloignées, il y a des programmes de zones blanches pour que les gens qui sont dans les zones rurales puissent avoir le téléphone. Et là, l'antenne, elle couvre un beaucoup plus grand territoire. C'est une zone blanche. Une zone blanche, c'est une zone qui n'est pas couverte par aucun opérateur aujourd'hui. Le téléphone portable ne reçoit pas. Et aujourd'hui, il y a encore à peu près 5000 communes en France qui ne sont pas couvertes. Donc il y a un programme volontariste de couverture de ces zones, en partenariat avec le gouvernement, entre les opérateurs mobiles et le gouvernement, et qui permet de couvrir ces zones. Et c'est vrai que là, pour les zones dans la campagne, les antennes émettent à une puissance proche du seuil réglementaire, mais quand on est en zone urbaine, elles émettent plus bas, et c'est pour ça que ce qui est constaté à Paris, c'est une moyenne, si vous voulez, du niveau d'émission, tant mieux si c'est plus bas, mais en fait, le seuil réglementaire reste bien celui de 41 volts par mètre. Mais alors, en fait, si j'écoute bien les experts, et c'est important là, parce que je crois qu'on est au nœud de ce problème, moi je suis totalement rassuré. Je l'écoute lui, je me dis, c'est bien ce que je pensais, Rufus c'est un clown, quoi. Oui, et puis, curieusement, quand on cherche un petit peu, vous avez prononcé le nom d'un expert, Denise Mirou. Eh bien, Denise Mirou, c'était le directeur scientifique de l'AFSE. L'AFSE, on a bien compris, hein, c'est l'agence qui va nous protéger d'éventuels dangers. Alors, curieusement, ce directeur scientifique, il démissionne en mai et il donne au journal Le Monde les raisons de sa démission. Et alors, c'est assez long, donc je vous donne juste un petit extrait, c'est celui qui m'intéresse. Nous payons et nos enfants paieront demain le prix de nos aveuglements. Alors, voilà un expert qui dit que, en gros, il est expert, mais il est plus expert, il s'en va. Il dit, nous paierons le prix de nos aveuglements. Et alors, surtout, ce qui est plus grave, Paillotin, qui lui est carrément le président de l'AFSE, qui est censé nous protéger, dormez tranquille, braves gens. Alors lui, il va carrément plus loin. Il dit, l'AFSE est effectivement un lieu de pouvoir, mais comme tout lieu de pouvoir, il est creux. Alors, là, je me dis, ces experts, en fait, c'était exactement les mêmes experts qui nous disaient, vous pouvez fumer, qui mettaient des cigarettes dans les clubs parce qu'au départ, les enfants, ils avaient le droit de faire des cigarettes. C'était les mêmes experts qui nous disaient l'amiante. C'est les mêmes experts qui nous ont dit, comment ça, à Mururoa, il y a eu des soldats qui se sont fait irradier, mais pas du tout. Et puis, alors, c'est des experts qui continuent à parler, mais globalement, ce sont des experts qui aussi, quelque part, sortent des brochures en disant, attention, c'est super sans danger, mais quand même, vous avez des petites brochures dont vous dites qu'elles sont trouvables partout. Moi, avant de faire l'enquête, je ne les avais jamais vues, ces brochures. Ce que j'avais vu, c'était des publicités dans ma boîte aux lettres qui me disent « Mais vas-y, prends 2 heures de plus, et puis il y a un nouveau portable qui est sorti, puis il est bien pour tes mômes, etc. » Mais je n'ai jamais vu des brochures qui me disent comment téléphone mobile et santé. Mais moi, j'étais totalement surpris de trouver cette brochure. Je ne savais même pas qu'il y avait l'ombre d'un problème. Je vais vous dire, moi, mon fils, il parle à sa grand-mère avec le portable. Et pour moi, il n'y a jamais eu aucun souci, puisque c'était l'effet des gens qui sont un petit peu machin. Et là, tout d'un coup, je vois que le gouvernement, que des agences professionnelles sortent des documents dans lesquels ils disent, attention, il vaut mieux éviter de téléphoner en se déplaçant. Alors ça, je trouve que c'est le plus beau, ils réinventent la téléphonie fixe. Et puis alors, ils disent, attention pour les enfants. Et là, je crois que c'est là où il faut vraiment être très précis. C'est que visiblement, vous dites qu'il y a un consensus international. Eh bien, le consensus, je ne l'ai pas trouvé. Il y a notamment un rapport Stewart qui a été fait en Angleterre par Stewart. Alors c'est vraiment, il est de la National Radiological Protection Board, c'est l'équivalent de l'AFSE, et lui il dit, je préconise l'interdiction du portable pour les enfants de moins de 11 ans. Alors évidemment, c'est une préconisation, mais je suis désolé, moi aujourd'hui, je ne suis absolument plus rassuré, et tout ce qui était avant ma bonne foi dans le progrès et le fait que je donne mon portable à mon fils est aujourd'hui totalement remis en cause. La réponse ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, donc c'est peut-être difficile de répondre à tout, parce que là j'ai entendu énormément de choses, mais juste une ou deux choses. Le professeur Smirou que vous avez évoqué, il se trouve, il s'est exprimé hier au cours du colloque de Madame la députée, et il a réaffirmé sa solidarité avec la position du consensus international dont je vous parlais sur les antennes relais. Alors vous citez une déclaration du Monde, effectivement, je la connais, mais elle est beaucoup plus générale. Il a indiqué qu'il avait démissionné pour des raisons de désaccord de méthode générale. Il n'a pas cité la téléphonie mobile dans sa déclaration. Alors d'autre part, en ce qui concerne le rapport Stewart. Oui, mais ça, il est propre. Absolument. Le rapport Stewart, je connais ce rapport, d'ailleurs je l'ai ici, je peux vous le montrer si vous voulez. Allons-y. Eh bien ce rapport qui date de 2004, il ne faut pas confondre le rapport Stewart, qui est un rapport commandé par l'autorité de santé britannique, l'équivalent de l'AFSE en France, et qui conclut d'ailleurs
elle ne donne pas d'âge, elle ne donne pas d'interdiction de téléphone pour les enfants, contrairement à ce que vous avez dit, ni 8 ans, ni quel âge que ce soit. Elle recommande des mesures de prudence, tout comme l'a fait en France. Mais M. Stewart lui a fait des déclarations à titre personnel en disant qu'il ne donnerait pas le téléphone à ses enfants. Mais ce sont des déclarations qui engagent M. Stewart, ce n'est pas le rapport officiel. Donc il ne faut pas confondre une déclaration et le rapport officiel. Je voudrais la position de Madame la députée et puis savoir comment réagit le gouvernement là-dessus. Actuellement, il y a quand même, et ça ressortait des débats hier à l'Assemblée nationale dans ces rencontres parlementaires santé-environnement, il y a quand même un consensus pour dire que même s'il n'y a pas de certitude, c'est pas très malin de confier autant, si souvent, et d'exposer de façon si permanente les enfants au téléphone portable, et les enfants de plus en plus jeunes, parce que vous tendez cet appareil qui a été montré tout à l'heure, ça, c'est destiné à des enfants de 5 ans, c'est même pas pour les enfants de 10 ans. Un enfant de 10 ans, il trouve ça ringard, un truc comme ça. C'est fait pour un enfant de 5 ans. Parce que nous, les adultes, on est tous équipés, donc aujourd'hui, l'avenir pour un constructeur ou un opérateur, laissez-moi finir. Moi, je crois qu'il y a des mesures spécifiques à prendre et on peut les prendre rapidement en direction des enfants. J'ai proposé, j'ai proposé dans le cadre d'une proposition de loi, mais je souhaite que ce soit reprise avant même d'attendre une proposition de loi, parce qu'en fait, ça peut être fait de façon réglementaire et vous savez que c'est toujours beaucoup plus rapide quand ça se fait pas, quand ça se fait rapidement comme ça. J'ai proposé l'interdiction du téléphone portable dans les écoles primaires et dans les collèges. Dans les écoles primaires, moi, il me semble qu'un enfant primaire, de toute façon, il n'a pas besoin d'avoir un téléphone portable. Dans les collèges, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de parents qui disent problème de sécurité, ils commencent à avoir des horaires décalés, on veut savoir où ils sont, très bien, mais ça c'est à l'extérieur du collège. À l'intérieur du collège, ils n'ont pas besoin de téléphoner tout le temps et ça fera toujours ça dans la journée où ça se passera sans téléphone portable. Je pense que ça peut se faire rapidement. J'ajoute qu'il y a un certain nombre de mesures à prendre et d'informations à faire passer de façon plus forte auprès des parents, par exemple sur ce qu'on appelle le degré d'absorption spécifique. Le degré d'absorption spécifique, c'est par exemple la puissance, en quelque sorte la puissance que le téléphone vous envoie dans la tête. Ça dépend des appareils. En théorie, il y a un engagement des constructeurs à le mettre sur le paquet. C'est vraiment plus ou moins visible suivant les paquets. Et surtout, il y a très peu d'informations sur la réalité qu'il y a derrière. Il y a des appareils qui émettent plus ou moins de puissance que d'autres. Et ça, il faut informer les parents, il faut obliger à le mettre sur le paquet de façon très très lisible. Et on peut le mettre avec, par exemple, il y a des A, B, C, D, E sur les réfrigérateurs. On peut très bien avoir ça ou des étoiles ou ce que vous voulez. C'est un peu comme sur les paquets de cigarettes. On a des avertissements, on nous dit, vous savez, un paquet de cigarettes, vous pouvez en fumer. Mais bon, ça peut avoir des répercussions. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes choses sur les portables? Mais ça dépend des marques, ça dépend des gammes. Ce sont les plus perfectionnés? Non, pas nécessairement. C'est plus compliqué que ça. Ah bon, d'accord. Mais ça, on le sait pas. Moi, personnellement, je savais pas qu'il y avait des portables prudents. En fait, c'est écrit sur le paquet, mais c'est écrit en petit. Je viens d'apprendre ce matin qu'il y avait des portables dangereux. Qu'est-ce qui est écrit sur le papier? Il y a écrit ce qu'on appelle le DAS, degré d'absorption spécifique, qui correspond, si vous voulez, à cette puissance-là. Il faut savoir, pour être complètement complet, que ce qu'émet votre portable dépend à la fois de cette caractéristique technique, le degré d'absorption spécifique, et ça dépend aussi des conditions dans lesquelles vous l'utilisez. Et c'est pour ça qu'il y a une recommandation, par exemple, sur le fait de ne pas l'utiliser dans les trains à grande vitesse, c'est que quand vous l'utilisez en roulant ou dans un train à grande vitesse, au passage en roulant au volant c'est interdit, eh bien, vous sautez d'un relais à l'autre. Et c'est pas bon? C'est des non, personne ça vous on fait. ne sait pas ça, on le sait pas. Mais je peux vous assurer que les gens qui écoutent, ils sont en train de découvrir. Ce qui est recommandé, c'est d'éviter d'utiliser le téléphone portable et de toute façon, c'est pas utile pour des enfants jeunes. Par la suite, c'est d'avoir un kit main libre. Un kit main libre, c'est pas un Bluetooth, c'est le kit avec l'oreillette, avec le fil. C'est par ailleurs de ne pas utiliser pendant des durées longues, parce que Martin Mours parlait tout à l'heure de réchauffement. Et ça, le réchauffement, si vous voulez, c'est cumulatif, c'est quand vous restez des heures et des heures au téléphone. C'est de l'utiliser de préférence quand vous avez plusieurs barrettes. Vous savez, vous avez des barrettes sur le téléphone qui marquent la qualité de la réceptivité. Plus votre téléphone a de barrettes, plus il reçoit bien, moins il émet de puissance, moins il a besoin de puissance pour recevoir cette communication. Alors que quand vous écoutez, alors qu'il y a très peu de barrettes, votre téléphone, en fait, vous envoie beaucoup plus de puissance dans la tête. Il y a des choses comme ça à savoir. Et cette histoire de degré de nocivité, de seuil, là, il y a un seuil qui est conseillé, qui est marqué sur le téléphone. Ça, c'est un problème en matière il y a un seuil maximal sur le DAS. Mais en matière de santé environnementale, on a le même problème, quel que soit le type de sujet qu'on regarde, c'est que ce qu'on appelle les effets de seuil sont quelque chose qui est très difficile à déterminer. C'est très compliqué de faire un lien univoque entre une pathologie et un type de pollution ou un type de facteur environnemental, et c'est très difficile de marquer un seuil. Parce que plus on descend, plus c'est compliqué à mesurer. Un instant, je voudrais dire 2 ou 3 choses. D'abord, sur ce Babimo que monsieur a sorti, effectivement, moi je ne me sens absolument pas solidaire de ça. Je suis très choqué aussi par le Babimo. Il faut savoir que c'est un téléphone qui a été commercialisé par des importateurs monégasques.
et donc pas du tout commercialisé par les opérateurs français de téléphonie mobile. Et d'ailleurs, il a été retiré de la vente très rapidement. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. On peut le commander sur Internet. On peut le commander sur Internet, oui. Alors, deuxième point, si vous permettez, oui, on a parlé tout à l'heure du débit d'absorption spécifique. C'est cet indicateur de l'échauffement lié au téléphone mobile quand vous le mettez près de votre joue. Je suis très largement d'accord avec ce que dit Madame Kosciusko-Morizet en ce qui nous concerne, donc utilisation des kits main libre, et puis d'autres recommandations qui sont appliquées, qui sont données par l'Agence française de sécurité environnementale et que les opérateurs appliquent d'ores et déjà, comme de ne pas commercialiser de téléphone mobile spécifiquement dédié aux enfants, j'y reviens, c'est fait. Également, de ne pas faire de publicité, de ne pas faire de marketing spécifique en direction des enfants, c'est très important, et ça les opérateurs français s'y engagent, donc je pense que tout ça est important. Bon, alors donc moi je retiens, sur les écoles, parce que Madame de voitures qu'on passait d'un relais à l'autre, donc en voiture c'est très mauvais. Mais c'est-à-dire ça vous envoie plus de puissance dans la tête quand vous vous déplacez, oui. D'accord. Dans le train c'est pareil. Bah oui. Attendez, on est obligé de terminer. Donc, sur les écoles, Madame Kosciusko-Morizet a dit qu'elle voulait prendre des mesures. Nous sommes. La question des écoles, c'est du domaine du règlement intérieur des collèges et des écoles. Il y a d'ailleurs déjà pas mal d'établissements qui interdisent le téléphone mobile dans les classes. Moi, je trouve ça, en tant que parent, je recommande à mes enfants de ne pas les allumer. Et d'ailleurs, nous avons fait, nous venons de diffuser un guide à l'attention des parents qui ne porte pas que sur les questions de santé, mais qui porte sur beaucoup de conseils pratiques, et y compris, nous conseillons aux parents de dialoguer avec leurs enfants là-dessus et de leur dire d'éteindre leur téléphone mobile quand ils sont à l'école. Et ces brochures de la FOM, on les trouve où? On a mis les adresses sur le site de France 2, on a toutes les adresses. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Peut-être qu'on va redémarrer la deuxième partie par vos réactions au standard, parce qu'on n'a pas eu le temps de les prendre. On va voir ça avec Didier Régnier. Merci d'avoir répondu, merci madame d'être venue, merci Rufus. Et on se retrouve dans quelques minutes. On n'a pas eu le temps de prendre vos appels tout à l'heure, on va le faire maintenant. Alors, un exemple des quelques appels, ça quoi, même pas le dixième qu'on a eu, donc il faut... C'est bien, vous avez du boulot ce matin. J'ai eu du boulot, j'ai trié, j'ai pas arrêté. Dans mes dossiers, je vais avoir des fiches. Bon, autrement, bien sûr, au-delà des inquiétudes, on a répondu à plein de questions, il y en a qui restent en suspens. Il y a Laurence, par exemple, et j'ai deux exemples comme ça, il y en a presque plusieurs dizaines. Leur père, ce sont à Karine et à Laurence, leur père téléphonaient beaucoup, ils sont tous les deux morts d'une tumeur au cerveau. C'était des gros utilisateurs de portables collés à l'oreille, des heures entières, ils adoraient ça. Est-ce qu'il y a un rapport? En tout cas, il y a beaucoup de témoignages comme ça. Autrement, c'est une question que vous posez, on répond ou pas? C'est pas une question, c'est juste un témoignage par rapport à l'utilisation excessive du portable. Oui, mais Yves, c'est une pièce supplémentaire à la discussion. C'est une discussion autour de l'utilisation de ces portables. Alors, ce qu'on peut dire là-dessus, on a bien compris, et la députée a été très claire, limiter l'utilisation du portable, choisissez l'oreillette avec fil, évitez d'utiliser pendant les déplacements, dans la voiture ou dans le train. Enfin bref, arrêtez de téléphoner. En gros. Bon, autre chose, Yves? À titre personnel, moi, mon enfant, quand il avait 12 ans, on lui a fait un portable. Oui, à 12 ans. Et il l'a porté donc dans sa poche. Et où? Devant. Justement, dans sa poche devant, près des testicules. Et j'espère qu'il n'y a pas des copines à lui qui écoutent. Mais il a eu non, mais sérieusement, il a eu une irritation, une vraie inflammation assez grave d'un testicule. On pense à cause de ce portable, en tout cas depuis qu'il l'a enlevé, on n'a plus de problème. C'est ce que disait tout à l'heure Sophie, il y a un échauffement qui se crée. Hier, lorsqu'elle a téléphoné pendant combien de temps? Ça ne me regarde pas. À peu près. 1 heure. Au moins une heure. Eh bien, il y a un échauffement, les choses sont claires là-dessus. Mais quand Sophie téléphone, il y a souvent un échauffement. Oui, mais c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Mais non, pas d'exposition prolongée. Mais je rêve, j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de parler. Moi, je redécouvre le portable. C'est-à-dire que je me dis qu'en fait, pendant des années, on a pensé que c'était anodin, comme cuire son chocolat dans le four à micro-ondes, quoi. Et on s'aperçoit que non, que finalement, il y a précaution. Je rappelle quand même que l'Agence française de sécurité sanitaire, qui veille à la santé de nos enfants, déconseille l'utilisation du téléphone mobile pour les jeunes enfants, compte tenu, et là je cite, de la persistance d'un doute sérieux quant à la possibilité d'effets sanitaires. Ça, c'est une dépêche de l'AFP, c'est tout ce qu'il y a de plus officiel. Yves, on continue. Oui. Alors, les conséquences des ondes sur les appareils, donc, on peut le dire sûrement sur les hommes. Annick, qui habite en Seine-Saint-Denis, elle a des problèmes avec son radio-réveil. Pourquoi? Parce que quand ses voisins téléphonent, ça passe dans son radio-réveil. Donc si ça passe dans son radio-réveil, peut-être que ça passe dans son cerveau aussi. Des témoignages aussi de Jacques, qui habite dans le Lot-et-Garonne, ancien pilote. Écoutez bien, il arrivait à allumer une cigarette grâce au rayonnement de certains radars. Tous les militaires connaissent bien ce problème. La puissance des ondes, vous imaginez?
Hein, sur les hommes, rien. Comment il faisait alors? Il pouvait, il le disait, allumer une cigarette avec la puissance des ondes radar. Alors il devait s'approcher, je pense, d'une parabole, mais tous les militaires connaissent bien ce problème. Bon. Donc, autre chose? Imaginez. Oui. Autre chose ou on passe à un autre sujet? On va terminer en tout cas avec ce témoignage sur les appareils médicaux. Vous savez, là aussi, ils produisent des ondes. Pour protéger les utilisateurs et ça Richard pourra peut-être le dire, dans les hôpitaux, il y a une loi industrielle qui limite à 3 volts maximum par mètre la compatibilité électromagnétique. Et on parle de 41 volts par mètre. Moi j'ai un autre problème, et là je l'adresse aux professionnels de santé. Lorsqu'on va dans les hôpitaux, qu'on nous dit éteignez votre portable, vous êtes en consultation avec un médecin et le médecin a son portable allumé sur son bureau. Donc vous voyez, là aussi il y a des choses complètement aberrantes du côté des gens qui sont chargés un peu de notre santé. Alors écoutez, ce que je vous propose Yves, c'est que vous continuerez à faire le point sur les appels des téléspectateurs sur ce sujet. On y reviendra peut-être la semaine prochaine si il y a des questions précises auxquelles on pourrait répondre, on enquêtera d'ici là, donc on n'hésitera pas à le faire. Merci messieurs, Richard, merci Thomas, on sent que vous avez bossé les gars sur ce sujet. Et avec Karine aussi. Et avec Karine, et avec, oh là 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 là. Bon, merci beaucoup.